Ça y est, bienvenue à vous, jeunes voyageurs, bienvenue à vous, jeunes voyageuses, vous qui êtes venus de la lointaine Norse, ce pays lointain et frigorifié, plein de froid, vous avez atterri en nos rivages et nous sommes heureux de vous accueillir, Monsieur Olafsson. Monsieur Guillaumeson, je vois des terres à conquérir et je vois du bétail à piller. C'est effectivement ce qui risque de se passer dans cette Trick Track Télé, puisque c'est celle qui permet de conclure la petite trilogie consacrée aux Vikings. Et changement de programme, c'est finalement Fire and Axe Viking Saga qui a fait l'unanimité pour vous la présenter en explication sur la Trick Track Télé. Alors Fire and Axe est un jeu un petit peu particulier au sens où il date de 2004. C'est un jeu des Ragnar Brothers qui sont en fait Monsieur Steve et Phil Kendall. En 2004, il sort Viking Fury, si je ne me trompe pas sur le titre, qui va être traduit en 2007 par Asmodée, en tout cas pour la version française, et qui s'appellera alors Invasion. 2007, l'édition du jeu, le jeu fait son petit chemin, et puis voilà, arrive 2015. Chez Pandasaurus Game, la réédition du jeu qui change de titre pour le coup, Fire and Axe, et c'est la boîte que j'ai ici entre les mains. Elle est en anglais, pour l'instant pas question d'une version française, en tout cas pas à ma connaissance. Pas à la connaissance de notre bon monsieur Olivier. Celui qui nous accompagnera pour cette découverte rapide, c'est monsieur Liosaf. Salutations. Salutations. Bienvenue à toi pour cet ultime chapitre de l'histoire des Vikings. Alors pourquoi parle-t-on d'histoire? Parce que dans les jeux que nous vous avons présentés au cours de cette trilogie Viking, c'est certainement Fire and Axe ou Invasion ou et peu importe. Enfin, bon, bref, en tout cas le jeu des Ragnar Brothers qui est celui qui retrace la plus grande période historique de l'histoire des Vikings. Et qui retrace ce qu'a été la civilisation des Vikings, dans le sens où, là, on va parler de conquête, de campement, de colonisation et de raid. Donc, on est vraiment dans ce qu'ont été les Vikings, historiquement parlant. Commerce, agriculteurs et guerriers. Alors, du coup, je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track juste avant pour moi de vous rappeler que c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Alors, à 3, ça se joue, et on l'a vu hier, on a passé un bon moment. De manière optimum, c'est plutôt 4-5. Puisque, du coup, c'est un jeu où nous allons prendre de la place sur la carte qui reprend la façon dont les Vikings voyaient le monde à leur époque, avec donc des distances qui sont un petit peu particulières, et puis de grands fleuves navigables qui vont les emmener jusqu'à Kiev ou à Itil ou à Paris à certains endroits, donc une carte un petit peu déformée. Malgré tout, nous allons ici, pour l'explication, vous montrer ces petites règles en début de partie. Je vais mettre le Fire and Axe ici. Les parties durent environ 90 minutes. Oui. Le tempo est donné par les cartes saga qui sont ici, qui sont en 3 périodes, puisque nous avons des cartes avec une épée, une carte avec 2 épées et 3 épées, et on en tire un certain nombre parmi celles qui sont proposées dans la boîte. Donc, il y a une petite rejouabilité de ce côté-là. Il y en a 3 qui sont supprimés. 3 par R. Par R, exactement. Voilà. Et puis, la variable, le rythme va effectivement, comme tu l'as dit, varier en fonction de ce qui va sortir et qui va nous amener à prendre plus de temps ou moins de temps en fonction des objectifs qu'on a à atteindre. Voilà. Alors, du coup, c'est un jeu qui va se jouer en termes de points de victoire. Oui. Les points de victoire qui sont ici. Les butins, en fait. Voilà, les butins. Différentes pièces d'or et autres coffres que nous allons cumuler sur les différents raids et actions du jeu. Qui d'ailleurs ne sont jamais dépensés. Ce sont clairement nos points de victoire, on les entasse. On ne fait que gagner. On ne fait que gagner des points de victoire. Alors du coup, je vais, pendant que Monsieur Olivier va expliquer ce que je fais, faire comme si c'était le premier tour. Comme vous l'avez vu, il y a 3 zones sur le plateau. Il y a la zone d'hivernage qui est ici et qui est la zone sur laquelle nos bateaux, encore à quai, vont charger de l'équipage, qui sont nos petites figurines, nos petits bonhommes. Voilà, et on va les charger sur nos plateaux individuels, que j'ai ici en caméra déportée. Et puis, nous pouvons également charger des biens que nous allons commercer. Il y a 3 types de biens. Voilà. Et chaque chargement prend 1 jour, en sachant que, deuxième partie du plateau, on a effectivement la piste qui permet de comptabiliser nos jours, nos points d'action pour la partie en cours.
Puisque nous en sommes à la première ère, je reviens sur mon petit plateau individuel, du coup, je n'ai pour l'instant encore que la technologie d'un petit long skip, long skip, donc je ne peux charger que 5 bonhomme et ou bien. Ouais. En deuxième ère, je chargerai un sixième petit bonhomme et ou bien. Et en troisième ère, je pourrai charger, on retrouve les petites icônes. Donc en l'occurrence, pour vous montrer, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un jour, 2 jours, 3 jours. Alors, voilà, j'ai déjà chargé 3 jours. Un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, que Monsieur Olivier a déporté sur le côté préparation de la piste de score. Tout à fait. On le découpe en deux. Donc tout ce qui est action de navigation, donc ce qu'on va faire une fois qu'on aura quitté la zone d'hivernage et les ports centraux Norvège, Viking Danemark et Suède, on va pouvoir organiser des actions de déplacement dans la carte. D'accord. Sachant que globalement, oui. tu en auras 7, tout confondu, que ce soit des actions de préparation, des actions de navigation. Au total. Donc là, en gros, globalement, il te reste encore 4 actions à faire. Je vais donc charger un petit poisson. Et... Alors, petite chose importante, oui, le poisson, au début de la partie, nous avons un bien qui est demandé. Donc ça démarre toujours par le poisson, ce qui fait que lorsque je vais vendre du poisson dans n'importe quelle ville, donc quand je vais faire l'action de commerce, ça va me redonner 2 pièces d'or, 2 butins supplémentaires lorsque je vends du poisson. Voilà. Nous sommes limités, bien sûr, parce que nous avons le stock ici. Oui, le stock de biens, de marchandises à vendre est limité. Alors, on a de la morue, on a les dents de chacal et on a la peau de singe. Hein. D'accord. Oui, c'est des vikings tout à fait. C'est ça, du sud. C'est des vikings du sud. Et je vais charger non pas un deuxième poisson, mais une peau, ce qui fait un 5e jour de préparation. Alors pourquoi la peau? C'est parce que tout simplement, le plateau est divisé en régions. Ça veut dire que, pour vous donner un petit exemple ici, Hambourg, Bremen et Dorestadt, qui sont ici avec les mêmes couleurs, en 3 sur un petit fond sombre, ça veut dire que ça forme une seule et même région. On a la même chose ici avec Halland, Tallinn, Riga 2, Rouen, ou en France, Bayeux, Nantes. Rouen, Bayeux, Nantes, etc. Donc il y a plusieurs régions, certaines sont neutres, comme par exemple Lindisfarne, qui a un petit chiffre en gris, qui est toute seule. Jarmaland, Bordeaux, Itil, Saint-Jacques, Compostelle, etc. Les Baléares, ce sont des cités neutres. Voilà, donc moi j'ai fait mes 5 jours sur mon chargement. Voilà. Gratuitement, je peux passer de la zone d'hivernage à un des 3 ports de là où je vais partir pour mes premières explorations. Donc je vais partir de la Suède, ça c'est gratuit. Je pourrais éventuellement, pour un point d'action de préparation, dans mon port d'attache, piocher des cartes runes. Les cartes runes sont les éléments qui donnent de l'interaction avec les autres pour faire des actions spéciales. Ça ne coûte pas de points d'action pour les jouer, mais on ne peut en avoir que 3 dans la main. Là, on joue avec la version hardcore, dans le sens où il y a une version sans certaines cartes de guerre qui vont, en règle générale, s'attaquer aux autres joueurs. Là, on a décidé de la jouer avec. Alors, pour les premières parties, si vous voulez jouer de manière un peu plus confraternelle, en étant vikings tous ensemble, on enlève les cartes avec les double H. Voilà, si vous les mettez, c'est que ça va être sanglant entre vikings également. Et ça, c'est vraiment des cartes qui plombent. Hein. Et c'est sanglant. Je vais te chercher, je vais te tacler dans ton campement, je te pique, je te coule ton bateau. Voilà, c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Donc, on est limité à 3 cartes runes. Étant donné que j'ai plus beaucoup de jours de voyage, je ne vais pas en choper. Donc, je vais m'arrêter là et je vais avoir donc 2 jours de navigation maintenant depuis le port de Suède. Donc, pour un point de navigation, je quitte le port et je vais en pleine mer. Alors, c'est là qu'on arrive à la partie la plus délicieuse de ce jeu, c'est que nous avons une sorte de roue de navigation qui va nous définir le nombre de cases par secteur. Donc, on a une zone sud, une zone est, une zone nord et une zone ouest. Donc ça, c'est les zones de mer. Couleurs qui sont reprises sur le plateau de jeu. Que tu as les petites séparations. Et le chiffre indiqué est une roue qui va nous indiquer le nombre de cases maximum que nous pouvons faire avant de commencer à subir des pertes. Et des pertes en hommes. Voilà, en termes d'hommes ou de biens. D'hommes ou de biens. Ou de biens. On peut perdre également des biens. Alors, le petit exemple rapide, ça sera en mer du Nord, puisque c'est toujours la mer la plus houleuse et la plus pénible. Elle est actuellement à 2 jours. Donc, j'ai droit à 2 jours de navigation. Donc, voilà, là, ici. Si j'arrive
à mon 3e jour de navigation, donc j'ai poussé les hommes et j'ai poussé le bateau, je vais donc perdre un homme ou un bien sur mon bateau parce que j'ai été un petit peu trop vite et pas assez prudemment. Voilà. Et tout l'articulation de ce jeu, c'est qu'on va faire tourner cette roue. Et nous allons faire tourner cette roue en jouant des cartes runes. Voilà. À chaque fois que je jouerai une carte rune, ou qu'un que joueur, ou que je la défausse, je vais pouvoir jouer tourner la roue d'un quart de cercle. À gauche ou à droite. Et ce qui m'est favorable. Donc en fonction de, par exemple, si je jouais cette carte rune, je pivote, et là, d'un seul coup, j'ai pivoté d'un quart de cercle. Un quart de cercle avec les petits rouges. Voilà. Ce qui fait qu'on est passé ici en zone favorable, plus favorable pour le nord, moins favorable pour le sud, puisque je suis passé de 7 jours à 6 sur le sud, et j'ai augmenté à 3 jours pour le nord, et pour l'ouest, je l'ai rendu favorable. Voilà. Et je peux tourner d'un quart de cercle d'un côté ou de l'autre, en fonction de ce que je veux avoir de favorable ou pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi un des moyens pour embêter les autres joueurs que de leur réduire leur capacité de navigation dans la mer où ils se trouvent à cet endroit-là. Il faut savoir que le bleu est toujours le plus favorable. Donc, si je fais passer le bleu en mer de l'Ouest, ça sera le plus favorable pour l'Ouest ou à l'Est. Le rouge est le moins, donc en face. Et puis, des deux côtés, c'est la valeur médiane, donc la valeur moyenne de conditions de navigation. Donc, Guillaume a fait ces 2 actions. Donc, j'en ai fait qu'une, puisque je suis parti en Suède. Il m'en reste une autre. Je vais donc, pour un point d'action, passer d'une mer, j'aurais pu passer à une autre mer en passant la frontière, c'est un point d'action. Ou alors, rentrer dans un port, c'est un point d'action. Donc, je dépense mon dernier point de navigation, puisque 5 et 2 font 7, pour rentrer dans le port. Une fois que je suis dans le port, est-ce que ça me coûte des actions? Alors, une fois que tu es dans le port, tu n'as plus d'actions. Les actions que tu vas y faire ne te coûteront plus, sauf que tu ne peux en faire un seul type par tour. Et par port. Donc, dans le sens où là, Guillaume pourrait avoir plusieurs solutions. Il pourrait faire une colonisation, coloniser Riga. Il peut y faire du commerce. Il ne peut pas le piller puisque ce n'est pas une cité. Donc, il a 2 actions possibles. Voilà. S'il décide de faire une colonie, il va donc tenter d'y implanter un de ses personnages qu'il a emmené avec lui. Riga est une ville peu protégée puisqu'elle a 2 de valeur. Sa valeur. Il va falloir donc choisir à combien de personnages tu vas tenter de coloniser, lancer le nombre de dés et faire plus que la valeur indiquée. Voilà. Donc là, en l'occurrence… Si jamais j'ai 3 hommes sur mon bateau, je peux bien évidemment pas lancer plus de dés que je n'ai d'hommes et le maximum est 3. Par contre, pour une action, et puisque je ne peux en faire qu'une seule, je n'aurai le droit qu'à un lancer de dés. Donc, c'est à moi de décider si je prends plus ou moins de risques. Là, je ne voulais pas prendre de risques, j'ai lancé les 3 dés. Mais le problème, c'est qu'en lançant les 3 dés, j'ai fait un 1 qui est plus petit que 2. C'est donc une perte. Il y a eu baston. Par contre, 4 et 6, le reste est réussi et j'implante donc directement un de mes hommes en colonie de Riga. Ce qui est à noter, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, je ne peux le faire que parce qu'il n'y a pas de cité portuaire protectrice de la région Alan, Tallinn et Riga. D'accord ? Ce que je vais faire là, parce que c'est plus malin de le faire dans ce sens-là, c'est plutôt du commerce. Le commerce, il suffit de prendre le bien et de le placer ici. Ça me rapporte 2 points parce que la cité est à 2, plus 2 parce que c'est le bien qui est demandé. Me voilà avec 4 or, 4 butins de plus. Alors, à mentionner également que faire du commerce avec des cités ou des espaces, des ports, va faciliter après soit l'attaque, soit la colonie. Parce que tu auras tout repéré. J'ai fait du commerce, j'ai regardé leur défense, et je sais maintenant, donc à chaque fois que je fais, effectivement, si Guillaume revient, il fait du commerce, sachant que là, s'il faisait du commerce, il ne pourrait pas, même s'il lui restait des actions, faire une action de raid dans le même tour. Tu ne peux faire qu'une seule action par port et par tour. Donc le tour d'après, il pourrait très bien se dire, bon ben maintenant que j'ai fait du commerce avec, j'ai vu ce que nous avons fait, je vais pouvoir le poutrer ou, alors là ça serait pour l'occurrence le poutrer, mais ça serait faire une colonie. Voilà, et au lieu de faire 2 de défense, elle serait plus qu'à 1, ce qui devient un peu plus facile. Il ne peut y avoir qu'un pion commerce. Il ne peut y avoir qu'un pion commerce. Il ne peut pas s'enlever. Donc voilà, une fois qu'il y est, il y est. Par contre, ça diminue de 1. Ce n'est pas celui de Guillaume. Les Vikings ont fait du commerce. C'est ça. Et donc c'est un jeu de fourbasse, il faut le dire. Parce que moi, je pourrais me barrer et quelqu'un d'autre venir faire un campement. Exactement. Et alors, petite chose également. Méfiez-vous. Oui, petite chose. Oui, il faut se méfier. Je ne raconterai rien sur l'Angleterre, et il faut se méfier.
Petite chose également, c'est que dans une région, je ne peux pas avoir le même bien commercé. Dans le sens où si je vais mettre des pots à Rouen, je ne peux pas en avoir à Bayeux et à Nantes. Je dois faire pot, poisson et dents de crocodile. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 3 types de biens et que les régions ont toutes 3 villes pour commercer au maximum avec chacun des types dans les villes. Donc là, du coup, on a vu les 3 actions possibles. Guillaume, tu as fini. J'ai terminé. Tu as fini ton tour. J'ai fait une action dans un port. Je reste dans le port parce que de toute façon, j'ai plus d'action de navigation. Je repartirai d'ici au tour d'après. Pourquoi est-ce que je repartirai d'ici au tour d'après? Parce que mon bateau est encore suffisamment chargé et manœuvrable. Il faut qu'il y ait au moins un bonhomme pour le manœuvrer. Donc, ce n'est pas la peine que je reparte. En fin de tour, à n'importe quel moment, il serait possible de dire « j'ai fait mon exploration jusqu'à Reykjavik, j'en ai suffisamment fait, il ne me reste plus qu'un bonhomme ou plus de bonhomme dans mon bateau, alors je termine mon tour en revenant directement à la zone d'hivernage. » On ne considère pas dans ce jeu les allers et retours, mais uniquement les sagas d'exploration de Piagenko quand on y va. Et là, on en arrive aux éléments de saga. Justement. Aujourd'hui, on nous demande, il y a toujours 3 sagas possibles. Il y en a une qui va être du raid, du commerce et de la colonisation. Là, si Jaffer va faire une colonie dans les îles Féroé, Shetland et Orkney, donc les 3 qui sont ici. Là, si j'arrive à faire donc les 3 colonies, le dernier qui remplira la colonie sur les 3, et je dis bien le dernier, hein, parce qu'il y a des fourbasses dans ce bas monde, tu récupères cette carte. Alors cette carte va te permettre donc déjà plusieurs choses. Déjà d'en générer une nouvelle. Voilà, de faire avancer les sagas. Les sagas, donc faire avancer la fin du jeu, puisque c'est ça qui va signifier la fin du jeu. Mais également en fin de partie, celui qui aura le plus de cartes Norvège scorera 10 points par carte Norvège. Celui qui en a le plus. Si Guillaume, à la fin de la partie, avait le plus de cartes Norvège, là, ça lui scorerait 20 points. 20 points. Si tu en avais une, donc tu n'aurais pas le plus, toi, tu scorerais 5 points. Parce que tu es deuxième. Le dernier, pareil pour 4e et 5e, Walou. Si jamais il y a des égalités sur le même nombre de cartes, il score en même égalité sur le premier, il score en même temps, mais il n'y a pas de deuxième. Égalité sur le deuxième, il score, et puis les autres marqueront rien de plus de toute façon. Et il y a autant de majorité que de ports, donc il y a des cartes qui se rattachent à la Norvège, à la Suède ou au Danemark. Donc 3 couleurs à scorer. Voilà qui nous pousse fortement à remplir les sagas historiques et donc à aller de plus en plus loin explorer, de plus en plus loin commercer ou de plus en plus loin raider contre les cités. Donc c'est un des éléments qui sont à prendre en compte, mais on peut ne pas s'en occuper. Il y a peut-être des coups à faire en allant plus loin, ailleurs, plus vite que les autres, sans s'occuper donc de ces cartes-là. Tout à fait, puisque tu peux également piller les grosses cités et les petites qui, elles, rapportent des points à la fin de victoire. Évidemment, les grosses cités rapportent beaucoup. Bah oui. Et les petites, donc les petites vont de 3 à 8. Et les plus grosses vont de 8 à 12. À 12. C'est la plus grosse, d'ailleurs. Donc elles sont cachées, mises aléatoirement en début de partie. Donc en début de partie, on ne sait pas où est-ce que sont les cités les plus intéressantes, mais de toute façon, il va falloir s'y confronter si on veut ensuite ouvrir des campements. Sachant que celui qui aura pillé le plus de cités scorera 3 points par cité pillée. Ouais, c'est le petit bonus de la hache sanglante, ça. C'est en gros, vous avez trucidé un maximum de monde dans les cités, et ben encore un bonus de 3 points par cité. Donc il y a aussi une baston sur la majorité des cités ouvertes. Donc du coup, on va faire un petit coup les 7 points d'action. Je vais faire mon tour. Donc je vais prendre 2 pèlerins que je monte dans mon bateau. Voilà, il y a un petit bateau vert. Hein, je prends poisson dans pot. Donc 1, 2, 3. Et je me mets dans un port au Danemark et je prends 2 cartes runes et j'ai fini. 6, 7. Il a fait ses 7 tours de préparation. Et c'est à toi. Et c'est à moi. On va... Alors, là, tu as plusieurs optiques. Soit effectivement, tu décides d'aller vers une stratégie commerce. Oui. En début de partie, ça permet d'ouvrir. Il y a quelques ports et puis, il ne faut pas oublier que nous avons ici Dnepro, Lubertch et Kiev pour faire du commerce. Commerce plutôt côté Russie. Donc ça peut te rapporter cette carte-là. Il y a du raid à Dublin et Pembroke. Et on a également de la colonie dans les parties irlandaises. Féroé, par là-haut. Donc ça aide à savoir si tu charges plutôt en homme parce que tu vas aller trucider de la cité, plutôt en bien parce que tu vas commercer avec tout ce qui bouge, ou alors un petit peu des deux en fonction de ce qui est à gagner.
Donc, je vais charger un homme. Oui, donc ça fait 1 en préparation. D'accord. Un deuxième. Et Ça fait 2 jours de préparation. je vais suivre l'exemple d'Olivier. Je vais prendre une marchandise de Une chaque. marchandise de chaque, ce qui 3, te 4, fait 5. monter à 5 jours de préparation. D'accord. Et je vais aller... Et puis ensuite, moi, je vais vous montrer un petit raid, mais juste pour le plaisir. je vais Oui, aller parce qu'on va montrer un certain nombre. On va montrer. On n'ira pas au bout. L'idée, c'est de sur le montrer ce port jour. de Suède. Ok. Donc là, il te reste 2 jours de navigation. Et Ou- dans mer ou de deux l'Est, cartes runes. 4. Tout va bien. D'accord. Et donc là, Un jour de navigation. Ok. voilà. Et puis 2 jours. Donc là, il n'y avait pas un objectif de commerce sur... Alors, on a ici Si. un commerce en Lubeck, Kiev et Et Dnipropetrovsk. Novo. Voilà. D'accord. Mais pour le moment, tu ne peux pas y arriver. Sachant que tu pourrais peut-être jouer une carte rune ne coûte pas d'action. Voilà. Il y a des cartes runes qui te permettent d'avancer. Voilà. Voilà. Avec le vent dans le dos. Alors, on le redit, hein, sincèrement, là où c'est vraiment traître, c'est que, admettons que Lyuxav, tu commerces avec Gznes Novo et dans le tour d'après, tu commerces avec Lubeck. Il suffit que moi, je t'ai vu venir et que j'arrive à mon tour et que je commerce avec Kiev, c'est moi qui prends la carte saga. Parce qu'une fois encore, l'objectif est de la remplir, c'est le dernier qui la remplit qui la récupère. Donc, en l'occurrence, le tour me revient. Voilà, on est toujours à 4 jours de navigation à l'est. Pour l'instant, tout va bien. Je vais aller péter la tête à Lubeck. D'accord? Donc, je ressors du port 1 jour de navigation, 2 jours de navigation, 3 jours de navigation, 4 jours de navigation, je rentre dans le port de Lubeck. Je n'ai pas dépensé plus de jours de navigation que ce que me permet la météo. Je n'ai donc pas à perdre de biens. J'aurais pu, plutôt que de perdre des hommes si j'avais dépassé, perdre des ressources, histoire de ne pas perdre de l'homme sur, ici, Lubeck. Alors, le raid, ça se passe comment? Oui, alors, Guillaume aurait 2 optiques. Il pourrait dire ce tour-ci, parce qu'il lui reste que 3 actions, ce tour-ci, je fais du commerce pour faciliter mon raid de prochain coup. Donc, au lieu de passer de 4 Ça serait 3. à 3. Ou d'attaquer tout de suite, mais là, il va falloir qu'il fasse 4 et plus à l'ensemble. Enfin, plus de 4. plus de 4, donc 5, 6. 6. Donc, il a quand même qu'une chance sur 2 d'y arriver. Voilà. Pas une chance, non, au moins, tu as une chance sur 3 d'y arriver. Et il va falloir qu'il lance dé par dé. Donc, il va lancer un premier dé. S'il fait 5 ou 6, il pille la ville. 2. Raté, c'est moi qui perds un homme. Il est mort. Deuxième dé, et c'est maximum 3. Et c'est toujours la même action. J'ai le droit de m'arrêter. Donc là, 5. il a pris la ville. Ok. Donc, il prend la ville, il le retourne, et il va gagner 5 points points de victoire. de victoire. Plus une première ville à mon crédit, entre guillemets. Et j'ai ouvert pour tout le monde le fait de pouvoir établir des colonies dans la région, puisque maintenant la ville de protection n'existe plus. Ah, tout à fait. Voilà, il me reste, j'ai fait 4 jours. Bon, ben, j'ai plus le droit de commercer ici. Eh bien, écoute, histoire de ne pas te le laisser, je vais repartir en mer. Donc, 5e 5. jour. Là, il perd. Ça y est, c'est mort. Gugus. Donc, je perds un Gugus. Je reviens dans le port de Gnezdovo. Je suis à 2, donc tout va bien. C'est juste une perte. Et je fais un petit commerce. Ça me rapporte 4, puisque ce n'est pas la marchandise la plus demandée. Me voilà avec 4 points de victoire. Alors, là, on a fait quasiment tout le tour. La seule chose qu'on n'a pas encore vue, c'est quand on établit un campement. Mais là, on lance les dés, comme on le disait, tous d'un coup. Et puis, à nous de voir si on prend plus ou moins de risques pour établir le campement qui est indiqué ici. Est-ce que, Olivier, tu peux nous donner, s'il te plaît, les points de victoire finale se calculent de quelle façon? Alors, quelle est la somme des points de victoire À la finaux? fin, on va calculer le butin, qui est une première chose. Ok. À cela va se rajouter les majorités En carte raid. en carte. Enfin, en carte. Oui, en Donc, carte. que ce soit En sur les carte saga. ports, Oui, oui, en pardon. carte saga. Donc, 10 points pour ceux qui ont la majorité par carte saga. Et 5 Et points 5 points pour le second. deuxième. De plus, va venir s'ajouter les villes pillées. Celui qui a la majorité de villes pillées va gagner 3 points par ville pillée. Bonus de la hache sanglante. Bonus de la hache sanglante. Et enfin, et non pas des moindres, parce que ça Ouais. c'est ce qui peut faire gagner, on va prendre en compte... Tu en viens Voilà. On va prendre en compte les régions. Toutes les régions Donc qui ont été ici colonisées. on a une région à 4, à 4 et à 4. Elles ont toutes été colonisées. On va donc multiplier la valeur de la région par le nombre de colonies. Là, j'ai 8 points, multiplié par 3, ça me fait 24. C'est juste énorme. Et Guillaume, lui, va scorer 12.
Voilà. Donc moi j'ai 24, Guillaume 12. Maintenant, admettons que toi, de ton côté, tu sois allé tout seul du côté de York et de Lincoln. Dans la région York, Lincoln, Norwich, 2 colonies ont été fondées. Donc c'est x2. Donc la valeur, elle est de 4. x2, ça fait 8. Tu as 8, c'est à ta couleur. Plus 8, c'est à ta couleur. Donc tu scores 16 points. Et enfin, il pourrait arriver qu'une région neutre, comme une grande ville par exemple, ça rapporte 5 points, ou une région neutre que 2 points, il n'y a pas de multiplicateur. Bien évidemment, s'il n'y a qu'une seule ville de la région qui a été colonisée, c'est x1, donc 3 points pour la personne. Donc les régions, c'est un énorme potentiel de scoring de points à la fin. Et c'est là-dessus qu'on va se battre tout au long de la partie. Tout au long de la partie, avec les cartes saga, les cartes runes qui, bien évidemment, oui, parce que... on peut les dépenser ne serait-ce que pour améliorer la météo. C'est ça aussi l'intérêt du jeu, c'est de régler et de gérer la météo pour la mettre la plus confortable possible. Là, en l'occurrence, à mon tour, j'aurais joué des cartes runes. Je t'en prie. Donc là, je vais faire du commerce, effectivement, puisque je vais tenter d'aller faire, tu vois, d'aller à... pas là, moi, je vais faire les settle. Alors, attends. Tu vas faire du settle dans les îles Shetland. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire du commerce poisson. À Bremen. À Bremen. Donc là, ça me rapporte, Bremen est à 3. Plus 2, c'est 5. du poisson. 5. D'accord? Dans le même temps, sans que ça me coûte, ça te fait déjà 3 jours de navigation. Je vais jouer cette carte, celle-ci, et je vais charger un bien du bien qu'il vient d'il y a, et gratuitement. Donc je reprends un poisson. En gros, il a pêché dans le port dans lequel il vient de vendre du poisson. Et dans le même temps, je vais bouger. Donc je vais vous le mettre le moins favorable possible. Donc vous n'allez plus avoir que 3 de déplacement dans la zone Est. Donc là, comme je sais que vous y êtes, moi ça m'arrange bien. Voilà. Jouer une carte rune ne me coûte pas d'action. Après, je pourrais dire, je vais venir, donc je fais 1, je fais 1. Donc là, ça te fait 2 de plus. Tu es à 5. Donc en mer de je suis à 6, je perds toujours pas. Et alors là, je ne peux pas revendre du poisson, parce que j'en ai déjà vendu, du poisson à Bremen, mais je vais mettre une petite peau. Voilà, et boum, 3 points de plus. Et je reprends 3 points de plus. Ce qui fait qu'au tour d'après, vu qu'il lui reste encore quelques hommes sur son poisson, il peut repasser derrière pour péter la ville et établir quelques colonies en refaisant un peu de cabotage le long des côtes. Et il me reste encore, je peux encore coloniser et ainsi. Commercer. Voilà. Tout à fait. Alors, juste une dernière petite précision et vous aurez un aperçu complet de ce qu'Invasion proposait en son temps, maintenant Fire and Axe, en attendant que peut-être ça arrive en français. C'est que ces jours de navigation, par rapport à la météo, sont considérés comme complets. Ça veut dire que si je navigue, alors je te donne un tout petit exemple avec mon bateau, je suis ici et je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours en mer de l'Ouest. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je suis bien à 3 jours. Quand je passe en mer du Nord, je passe à 4. Je suis à 4 directement. Il n'y a pas de distinguo. Voilà. Donc en mer du Nord, normalement, c'était 3. Donc le beau temps de la mer du Nord est déjà épuisé. Je prends directement la perte. Et donc, toute cette capacité de fiers marins que peuvent avoir les Vikings se retrouve dans le jeu Fire and Axe sous cette gestion de circulation et de passage dans les différentes mers avec la météo. C'est ce qui fait une richesse énorme. Oui, tout à fait. De calcul, de gestion, de rythme. Tu as un tempo dans ce jeu. Et si tu le rates, c'est compliqué parce que tu es en contretemps. Il ne faut pas être à contretemps. Ouais. Alors, un des gros avantages, malgré tout, pour pallier ce contretemps, donc n'hésitez pas, si vous y jouez un jour, à le faire, c'est de, entre guillemets, alors on finit par le dire comme ça, mais ce n'est pas comme ça dans les règles, entre guillemets, par couler le navire. Mettre fin à son tour en disant « je retourne à la zone d'hivernage, je peux être à l'autre bout de la carte ». C'est mort, pour moi, la météo est pas bonne, j'ai perdu des hommes, les jets de dés sont pas les bons. Il ne faut pas hésiter à repartir à la zone d'hivernage, ça met fin à son tour, même si on n'a utilisé que 2 ou 3, 4 points d'action, mais ça permet de repartir correctement. Tu perds par contre tout sauf un guerrier. Sauf un guerrier. Donc l'idée c'est que tu fais ça lorsque tu as fait ce que tu avais à faire. Et à partir de là, au prochain tour, tu recommences de là et tu peux repartir tout de suite. Tu repars tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à s'aborder pour retrouver tout à fait. Le bon tempo. C'est Fire and Axe. Nous n'irons pas plus loin. Le jeu a déjà son nombre d'avis, son nombre d'aficionados et de joueurs. Et j'en suis, c'est le petit coup de cœur. Absolument. Le petit coup de cœur. Fire and Axe s'est réédité chez Pandasaurus Game et EWW Games. Ça se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes. Oui.
malgré tout, Alors, il faut aller jusqu'au la première partie, elle Saga. durera presque 2 heures. Oui, le temps de À 5 s'habituer. joueurs, c'est 2 heures. Parce Oui. que faut faire. Alors, même si les tours peuvent s'enchaîner rapidement, il y a des moments, il faut compter, il faut calculer, il faut un peu réfléchir. Donc, la D'autant première partie, qu'il n'est pas gentil le jeu. Hein. Non. Le jeu, on se pique les majorités là où on veut pas. On se pique alors que j'ai fait la moitié du travail. C'est toi qui viens récupérer la carte saga avec un seul petit bonhomme. Donc on se surveille du coin de l'œil, bien évidemment. C'est tout là la philosophie et l'art du jeu qui se retrouve pour l'instant donc en anglais. 3-5 joueurs, 90 minutes. Au bout d'un moment, on finit par ne plus compter, hein, puisque nos 7 points d'action, on sait directement comment on les jouer. Mais n'empêche que c'est là au départ. Voilà un jeu historique. Merci, monsieur Olivier, de nous l'avoir ramené, parce que c'était un vrai coup de cœur quand il était illustré par monsieur Stéphane Poinceau chez Asmodée en 2007. Nous sommes actuellement en 2016. Ça fait quelques mois que cette version est disponible. Ben, merci beaucoup, monsieur Olivier. C'était un Olafsson. plaisir, Guillaume-son. Est-ce que ça te tente une petite partie là? Ouais, je pense que. Ouais, on va le faire. Hein. On va aller On va le faire, mais on va le faire hors plier caméra. un peu les. Parce que comme ça devrait vous donner envie de le faire vous aussi chez vous. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis pour cette trilogie Viking. On se retrouve avec Olafsson et ça sera peut-être même pour d'autres thématiques. Merci beaucoup à Nod pour la réalisation de cette petite expli début de partie, juste histoire de vous montrer. Et en attendant, Fire and Axe, c'est de la bombe, c'est entre vos mains et c'est à vous de jouer. Bonne partie!